Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette petite présentation d'une pratique de non-dualité basée toujours sur l'enseignement de Douglas Harding. Je suis un peu soufflé parce que j'ai couru dans l'escalier. Alors aujourd'hui, je vais répondre à quelques questions qu'on m'a posées. Et voilà, je reçois pas mal de commentaires et de questions par rapport à cette pratique de non-dualité. Donc je trouve ça formidable de pouvoir éclairer certains points avec vous. Alors, je vais commencer par lire un petit mail que j'ai reçu, pas plus tard que ce matin, et il me paraît vraiment intéressant, parce qu'il montre que parfois une seule phrase peut vraiment pointer vers qui nous sommes vraiment, vers cette présence. Alors je lis le mail. Bonjour José. Alors merci pour cet échange sur Zoom ce soir. Ce fut un beau partage en toute simplicité. Alors je rappelle que en effet tous les jeudis soirs à 20h, de 20h à 21h, il y a des échanges sur Zoom autour de cette pratique de la vision sans tête de Douglas Harding et autour de la non-dualité en général, et aussi le vendredi soir à 20h30. C'est gratuit bien sûr et vous êtes le bienvenu. Alors, l'auteur continue. Je suis votre blog depuis quelques mois et je suis sensible à votre démarche pédagogique inspirée par Douglas Harding. Donc en effet, ce que je trouve génial chez Douglas, c'est qu'il a vraiment essayé de mettre en place une pédagogie pour permettre aux gens de réaliser cette expérience de l'éveil. Il a vraiment trouvé des outils que je trouve extrêmement efficaces. Alors, notre ami continue. J'ai lu votre livre sur l'éveil spirituel avec beaucoup d'intérêt. Moi-même étant en recherche spirituelle depuis de nombreuses années, plus particulièrement à présent dans le cadre du Dzogchen. Donc le Dzogchen, c'est une branche du bouddhisme tibétain qui est très très radicale aussi, très proche de la vision sans tête. Dans le bouddhisme tibétain, dans le Dzogchen, on commence aussi par ce qu'on appelle l'introduction à la nature de l'esprit, c'est-à-dire la vision directe de la vacuité, comme dans la vision sans tête. Alors, je continue un petit peu. Voilà, il dit ceci. Je me suis souvent posé la question de ce que voulait dire tourner son regard vers l'intérieur, formule souvent utilisée dans de nombreuses traditions. En effet, tourner son regard vers l'intérieur, c'est central dans beaucoup de traditions, dans toutes en fait. Et d'ailleurs, je sors un livre, il va sortir en mai, mais ce sera en septembre-octobre, sur ce thème du retournement de l'attention. Alors, il dit ceci. J'ai trouvé la réponse dans votre livre à la page 322, où vous écrivez « Ramener son regard vers l'intérieur, c'est prendre conscience que ce qui regarde le monde, ce n'est pas l'individu. » La lecture de cette phrase a opéré un déclic. J'ai quitté les yeux du livre et j'ai regardé ma chambre dans laquelle je lisais. Je la voyais, mais je n'étais plus là pour la voir. La vision se faisait d'elle-même sans personne. Depuis ce moment clé, je cherche à stabiliser cette vue, mais suis bien souvent distrait. Voilà. Alors ça, c'est très intéressant parce que c'est pour ça que j'ai intitulé cet épisode aujourd'hui « Qui voit ?» Parce que la question « Qui voit ?» qui regarde en nous, qui est l'observateur, elle est vraiment, enfin, pour moi, c'est une question clé pour revenir à cette source, pour revenir à cette présence. Et donc, en effet, dans le livre, j'avais écrit ramener son regard vers l'intérieur, c'est prendre conscience que ce qui regarde le monde, ce n'est pas l'individu, parce qu'on croit que c'est l'individu. On pense que c'est moi l'individu qui regarde le monde. Et on place en fait, un observateur quelque part dans la tête, derrière les yeux. Alors c'est pas très clair, c'est pas forcément bien conscient, mais on vit comme ça en fait. On regarde le monde à distance et il y a un jeu, un moi, un individu qui regarde. Ici, à partir de la tête. Un peu comme si on voyait le monde à partir d'un phare. Vous voyez ces phares bord de mer, il y a une lumière en haut du phare et puis cette lumière projette un faisceau vers l'extérieur. Et donc on vit comme ça en fait le rapport aux choses. On imagine un observateur qui est là au sommet du mont, quoi, au sommet du phare, ici quelque part, et
cet observateur regarde le monde à partir de là. Et le monde qui est dès lors posé à distance. Et donc la question qui voit, la question qui regarde, elle permet d'interroger cette évidence, en fait, qu'il y a vraiment voilà, l'évidence qui aurait cet individu caché derrière les yeux à regarder le monde. Alors, si ce n'est pas l'individu qui regarde, qu'est-ce que c'est? Donc je vais continuer. Donc ce n'est pas l'individu qui regarde, mais l'espace sans limite et sans forme, la pure conscience transparente, l'ouvert, le soi ultime. Voyez, donc, qu'est-ce qui regarde en nous? Donc c'est l'espace, on peut appeler ça l'espace, on peut appeler ça la vacuité, on peut appeler cela l'ouvert, comme le faisait le poète Rilke par exemple, hein, il appelait ça l'ouvert, c'est très beau l'ouvert, je mets un O majuscule dans ce cas-là, l'ouvert, ou le soi. En fait, peu importe les noms, peu importe les mots, puisque l'expérience est au-delà des mots, elle est au-delà des noms. Et tout à l'heure, je vais vous proposer une pratique pour découvrir plus précisément cet espace. Donc, alors, et je donnais cette phrase parce que juste avant, je présentais ce poème magnifique de Lala, qui est une mystique indienne qui vivait dans le Cachemire. Elle était du XIVe siècle et elle écrit ceci: « Mon gourou ne m'a donné qu'un précepte, ramène ton regard de l'extérieur vers l'intérieur et fixe-le sur le soi le plus intime. Moi, Lala, j'ai pris à cœur cet unique précepte et j'ai donc commencé à danser toute nue. » Voilà, c'est magnifique parce qu'elle a eu une seule indication, et c'est l'indication la plus essentielle de toutes, ramener son regard de l'extérieur vers l'intérieur et fixer son regard sur le soi le plus intime. Donc voilà, notre attention elle est tournée vers l'extérieur, et voilà, on nous invite ici à ramener notre attention vers la source, vers l'intérieur, vers le soi, pour prêter attention à ce qui regarde en nous en fait, prêter attention à ce qui observe. Et donc évidemment, elle s'est éveillée, elle a découvert ce qu'elle appelle ici le soi unique, le soi le plus intime, et elle s'est mise à danser toute nue. C'est la danse de la joie en fait, c'est la danse de la liberté, et la nudité exprime la nudité de la conscience, la simplicité absolue de la conscience qui est sans aucune étiquette. Cette conscience est nue parce que toutes les identifications qui sont comme des habits, et donc des habitudes, hein, posées sur elle, toutes ces habitudes ont disparu, et on retrouve une conscience nue, c'est une conscience transparente et libre. Et alors la danse commence, oui, absolument. Donc, je reviens à notre ami là tout à l'heure qui me disait que voilà, il a suivi l'indication, ramener son regard vers l'intérieur, et puis il dit: je voyais la chambre, mais je n'étais plus là pour la voir. C'est la clé, je trouve. Je vois et pourtant personne ne voit. Il y a vision et personne pour regarder. Et moi, c'est avec une phrase de ce genre aussi que j'ai découvert cet espace. Moi, c'était en lisant Nisargadatta Maharaj, ce maître hindou qui vivait à Bombay, qui est mort en 81, et puis aussi en rencontrant Douglas Harding. Et Maharaj insistait sur le fait que nous ne sommes pas uniquement cet individu. Il disait ceci: ultimement, vous n'êtes même pas l'observateur. Ultimement, vous n'êtes même pas l'observateur. Donc voilà, j'ai lisé ce genre de phrase et c'était choquant parce qu'on a bien l'impression d'être l'observateur. Et un peu plus loin, il dit ceci, on lui demande: qu'est-ce que vous voyez quand vous vous voyez vous-même? Et il dit: quand je regarde au-delà du mental, je vois le témoin. Au-delà du témoin, il y a l'intensité infinie de la vacuité et du silence. Ça, c'est dans le livre Je suis. Hein. Donc quand je regarde au-delà du mental, je vois le témoin, et au-delà du témoin, il y a l'intensité infinie de la vacuité et du silence. Alors, vous voyez, il y a le mental, le témoin, la vacuité, en fait. Le mental, le témoin, la vacuité. Et souvent, on est identifié aux pensées, en fait. On est identifié au mental, on se prend pour ce moi narratif. Donc déjà, on fait un pas en arrière et on a l'impression qu'il y a ce témoin observateur, ce je suis qui observe les choses. Mais en fait, au-delà du je suis, il y a cette vacuité, ce pur silence, cette conscience nue,
qui n'est pas individuel du tout. Et donc quand on regarde à partir de cette conscience nue, en effet, la première impression qu'on a, c'est que personne ne regarde. Personne ne regarde, il y a regard, il y a vision, il y a espace, simplement. Donc vous voyez que ces phrases sont tellement précises que si on leur fait confiance, hein, si on leur fait confiance, on remonte jusqu'à la source. Vous voyez, et voilà, moi quand j'avais ce livre de Maharaj qui disait il n'y a pas d'observateur, il y a une vacuité qui observe, vous êtes pure conscience, vous n'êtes pas l'individu. Bon, c'était très choquant parce que moi je me vivais comme individu, j'avais l'impression d'être l'observateur, j'avais l'impression de regarder le monde à partir d'un moi, quoi. Mais je sentais bien que c'était Maharaj qui disait vrai, je sentais qu'il avait raison, je sentais qu'il parlait à partir d'une expérience véridique, et je sentais qu'il avait raison. Voilà, donc ce regard qui émerge de la vacuité, c'est ça, quoi. C'est le regard éveillé, en fait. Alors, Douglas Harding, mon cher Douglas, parle aussi de la vacuité, très souvent dans son œuvre, hein, puisque son éveil est décrit dans Livre sans tête comme la découverte de la vacuité. Et il dit ceci, dans Vivre sans tête. Donc, livre admirable, hein, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais c'est un chef-d'œuvre. Il dit ceci, lorsque je regarde ici, au centre de moi-même, à 0 cm de moi-même, je découvre ce que les mystiques me disent que je vais découvrir, le vide, pourvu que je sois assez attentif et assez humble pour seulement regarder. Donc je découvre le vide, effectivement ce dont parlent les mystiques, à condition que je sois attentif. Voilà, ce qui nous manque, c'est l'attention, hein, l'apostrophe, hein, l'attention, nous sommes distraits, et aussi l'humilité. Alors c'est intéressant cette humilité parce que nous ne sommes peut-être pas assez humbles pour simplement regarder. Parce que c'est vraiment simple, quoi. Et que nous sommes assez humbles pour accepter cette pauvreté, cette nudité de la vacuité, en fait. Et si on va vers cette nudité, vers cette simplicité, on trouve ce regard ouvert. Alors, peut-être qu'on peut faire une petite expérience, là, une petite pratique, c'est ce qui compte, hein, aussi. Alors, on va chercher l'observateur. Alors, on va le chercher avec le doigt. On va regarder dans la pièce si on trouve un observateur. Alors, je vous invite comme moi à vraiment être attentif et humble pour remarquer simplement ce qui est donné dans l'expérience de l'instant présent. C'est ça qui compte, hein, c'est l'expérience de l'instant présent. Donc, pointez avec moi si vous voulez. Alors, par exemple, là, vous pointez le mur. Bon, là, clairement, on ne va pas trouver un observateur, hein, puisque c'est un objet. Donc, c'est pas là qu'on va trouver l'observateur. Alors, c'est plutôt vers soi qu'on va trouver l'observateur. Désignez votre pied. Bon, là, dans la direction du doigt, vous avez un objet, un pied. C'est pas là qu'on va trouver l'observateur. On ne regarde pas à partir de son pied. Pointons la cuisse. Là non plus, je ne vois pas d'observateur, hein, et vous non plus, je pense. C'est un objet, c'est limité, c'est coloré. Bon. Pointez le ventre. On s'approche. Mais là, en pointant le ventre, je ne pointe pas vers l'observateur, je pointe encore vers un objet. Pointez vers la poitrine. Oula, on brûle. Mais on est encore loin de l'observateur, puisque le doigt pointe la poitrine. La poitrine, c'est un objet. Hein, vous voyez, c'est coloré, c'est limité, ça a une forme, ça a une taille. Non, c'est pas là qu'est l'observateur. Le seul endroit où on pourrait trouver un observateur, c'est au-dessus des épaules. Donc je vous invite à pointer le doigt dans la direction de ce qu'il y a au-dessus de vos épaules. Et là, dans l'instant présent, avec humilité et attention, comme dit Douglas, dans la direction du doigt, est-ce que vous voyez un observateur? Est-ce que vous voyez quoi que ce soit d'ailleurs? Est-ce que vous voyez quelque chose qui a une couleur? Quelque chose qui a une forme? Quelque chose qui a une limite? Quelque chose qui a un âge? Est-ce que vous voyez quoi que ce soit dans la direction du doigt? Je ne vous demande pas ce que vous pensez, je ne vous demande pas ce que vous croyez, ni ce que vous ressentez, mais ce que vous découvrez dans l'expérience de l'instant présent. Et est-ce qu'on peut dire, est-ce que vous êtes d'accord pour dire avec moi que dans la direction du doigt, vous découvrez un espace vide, une ouverture, sans couleur, sans limite, sans âge, sans taille,
un espace transparent, une vacuité, justement, une vacuité, consciente d'elle-même comme vacuité. Et là où d'habitude, donc vous voyez, par inattention, je place là, au-dessus de mes épaules, un observateur, c'est le seul endroit où je pourrais le trouver, et quand je suis attentif, eh ben, je ne le vois pas, je ne le trouve pas, je vois rien. Je découvre le rien, la vacuité. Et si vous baissez le doigt maintenant, vous voyez que l'espace que vous découvrez au-dessus de vos épaules, il ne s'est pas refermé, il ne s'est pas voilé, il ne s'est pas bouché, il reste ouvert. Et à partir de cet espace ouvert, il y a vision. Vous voyez que le monde est vu. Le monde est vu, mais à partir de quoi? À partir de rien, à partir de l'espace, à partir de la vacuité. Il n'y a plus, du coup, si vous voulez, un observateur quelque part derrière vos yeux qui regarde le monde. Il y a vision en fait. Vision non duelle, il y a regard éveillé, regard émerveillé aussi d'ailleurs, d'être comme ça dans le mystère. À noter que c'est pas quelque chose à comprendre, pour en parler. Moi, je le comprends pas en fait. J'essaye de comprendre, je lis des textes là-dessus, j'essaie d'analyser l'expérience, mais en fait c'est toujours au-delà de la compréhension. C'est toujours au-delà du mental. Et c'est pour ça d'ailleurs que ça n'est jamais ennuyeux, puisque c'est toujours mystérieux. Donc je ne le comprends pas, je ne le ressens pas vraiment non plus, ça ne me provoque pas forcément un sentiment d'extase, ce n'est pas une expérience mystique comme on a vu l'autre jour, c'est plutôt une expérience de vallée en fait, c'est une réalité. Donc je ne le comprends pas, je ne le ressens pas vraiment et je le constate, je le vois, comme un fait absolument certain, sans aucun doute. Donc c'est ce qu'a vu... C'est ce qu'a vu notre ami, là, donc, qui m'a écrit ce matin. Et alors après, il nous dit qu'il cherche à stabiliser cette vue, mais il est souvent distrait. Voilà, ça c'est vrai. Bien sûr, on le voit, on le constate, et puis après, voilà, on va être, c'est possible, c'est même certain, repris par les pensées, repris par les émotions, repris par l'histoire, repris par les habits et les habitudes. Les habits, je veux dire, les étiquettes de la conscience. Et on va à nouveau se réidentifier. Mais ça n'est pas grave, parce que maintenant on connaît le chemin pour rentrer pour rentrer chez soi en fait, pour revenir à la maison. Le chemin, c'est par exemple le doigt. Vous voyez, il nous indique la bonne route, la route qui nous reconduit chez nous. Donc voilà, bien sûr la vision est toujours là, bien sûr c'est l'état naturel, bien sûr il n'y a rien à faire. Mais dans les faits, il nous arrive d'être distraits. Et dans les faits, eh bien, il faut ces petits outils pour revenir à l'espace, à ce regard sans observateur, à ce regard à partir de, comme on disait Maharaj, l'intensité infinie de la vacuité et du silence. Alors, on l'appelle vacuité là, bon, effectivement, Maharaj l'appelait vacuité, Douglas Harding l'appelle vacuité, mais on peut l'appeler le soi. Il ne faut pas s'arrêter au mot. On peut l'appeler le soi, on peut l'appeler comme vous voulez en fait. C'est de toute façon une expérience au-delà des mots. Et ce vide, en fait, il est plein aussi. Vous voyez que l'espace au-dessus de vos épaules, il est immédiatement rempli du monde. C'est parce que vous n'êtes rien que vous pouvez être toute chose. Vous voyez? C'est parce que vous êtes vide que vous êtes rempli. Et cette vacuité, elle est remplie à ras-bord, en fait. Elle est remplie à ras-bord du monde, elle est remplie à ras-bord de votre corps, elle est remplie à ras-bord de vos pensées, de vos émotions. L'individualité, votre humanité ne va pas disparaître. Elle est là, toujours là, elle est accueillie aussi, embrassée dans cette ouverture, et elle est même aimée, hein, puisqu'enfin on peut l'accueillir telle qu'elle est aimée dans cette ouverture, dans cette vacuité. Notre humanité est précieuse, elle est magnifique, notre humanité. Il ne s'agit pas de la nier, mais de l'accueillir dans ce qui est plus grand qu'elle, cet espace mystérieux. Et donc voilà, cette question qui voit, ou qu'est-ce qui voit, elle est vraiment pertinente en fait, puisqu'elle nous ramène au centre. Ou bien ce doigt par exemple qui nous montre que la vision se déploie à partir de l'espace, à partir de l'ouverture. Voilà, et c'est merveilleux de voir le monde à partir de cette ouverture. Comme je le disais tout à l'heure, si vous êtes ce rien, vous pouvez être tout. Si on s'identifie au corps, au visage, à nos pensées, on devient une chose. Donc on exclut toutes les autres choses. On est une petite chose perdue dans un monde de choses. Mais si vous êtes cette non-chose, alors c'est le monde qui est trouvé en vous. Alors vous pouvez être toute chose.
C'est tout à fait magnifique. Voilà. Écoutez, voilà, merci beaucoup, merci de votre attention, et puis à très bientôt, à très bientôt. Et donc revenons à ce regard sans observateur, à ce regard mystérieux, à cette vision qui est accueil, qui est source de toute chose. Voilà, merci beaucoup, au revoir.